Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va plonger dans les coulisses de notre vie professionnelle. Parce que l'on travaille sur une chaîne de montage ou dans un open space, tout, absolument tout ce qui structure notre travail est le fruit de plus d'un siècle de théories, de débats et d'expérimentation. Voilà la question centrale. Parce que la façon dont on travaille aujourd'hui, eh bien ça ne doit rien au hasard. C'est vraiment le résultat d'une quête, parfois un peu obsessionnelle, pour trouver la formule de l'organisation parfaite. Alors, voici notre itinéraire. On va explorer 4 grandes époques, 4 manières de penser qui ont chacune tenté de résoudre les problèmes laissés par la précédente. C'est parti. On commence par le tout début. On est au début du XXe siècle. La révolution industrielle tourne à plein régime. Les usines sont gigantesques, elles sont nouvelles, mais elles sont aussi un bazar sans nom. C'est chaotique, c'est inefficace, et ça, c'est un énorme problème. À l'époque, des ingénieurs comme Frederick Winslow Taylor observent un phénomène qu'ils appellent la flânerie systématique. En gros, les ouvriers ralentissent volontairement le rythme, ils travaillent bien en dessous de leur capacité, il n'y a pas de méthode, pas d'uniformité, rien n'est prévisible. Il fallait une solution, et une solution radicale. Et la voilà, cette solution. Taylor, avec sa casquette d'ingénieur, propose une approche hyper méthodique. L'idée, c'est de tout décomposer, chaque tâche, chaque geste. On chronomètre, on analyse, pour trouver la seule et unique bonne façon de faire. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Et ça illustre parfaitement le changement le plus fondamental qu'il impose. On sépare complètement la tête des mains. D'un côté, il y a les managers, les penseurs, dans leur bureau, qui planifient le travail, et de l'autre, il y a les exécutants, sur le terrain, qui appliquent les consignes sans réfléchir. À l'époque, c'est une véritable révolution. C'est vraiment le credo, le dogme de toute cette école de pensée, le One Best Way. L'objectif, c'est l'optimisation absolue. On veut éliminer le moindre geste inutile, la moindre seconde perdue. L'organisation est vue comme une immense horloge de précision. Mais bon, une machine, ça a ses limites. Et oui, parce qu'il y a un hic. Les rouages de cette belle mécanique, ce sont des êtres humains. Et les humains, eh bien, ils ne sont pas toujours aussi prévisibles qu'une pièce de machine. Une nouvelle idée commence alors à germer. Cette phrase d'Elton Mayo, qui est l'un des pionniers de l'école des relations humaines, elle résume parfaitement ce virage à 180 degrés. On arrête de se focaliser uniquement sur le processus et on commence enfin à s'intéresser aux gens. Et tout ça, ça vient d'une histoire assez incroyable, les expériences menées à l'usine Hawthorne dans les années 20 et 30. Au départ, des chercheurs veulent juste voir si l'éclairage a un impact sur la productivité. Et là, surprise, qu'ils augmentent ou qu'ils diminuent la lumière, la productivité grimpe. En fait, le truc, c'est que les ouvrières se sentaient observées, considérées, importantes. On venait de découvrir que les facteurs sociaux et psychologiques pesaient bien plus lourd que les conditions matérielles. Cette découverte va lancer un débat fondamental que MacGregor a très bien résumé avec ses théories X et Y. Alors on fait quoi? On continue sur la lancée de Taylor, la théorie X, en pensant que les gens sont naturellement paresseux et qu'il faut les fliquer? Ou est-ce qu'on adopte la théorie Y et qu'on leur fait confiance en partant du principe qu'ils peuvent s'épanouir et être créatifs au travail? La question de la motivation devient tout à coup centrale. Bon, si l'approche mécanique ne marche pas à tous les coups et que l'approche purement humaine non plus, quelle est la bonne réponse? Dans les années 60, une idée complètement nouvelle va tout bousculer. C'est une remise en question frontale de l'idée fondatrice de Taylor. Et si, tout simplement, il n'y avait pas de structure idéale, valable pour tout le monde et tout le temps? La réponse, la voilà, ça dépend. C'est le cœur de la théorie de la contingence. En gros, une petite start-up dans la tech ne va pas s'organiser comme un géant de l'automobile. Une administration publique qui évolue dans un environnement stable, ce n'est pas pareil qu'une agence de pub dans un marché qui change tout le temps. La structure doit s'adapter au contexte. C'est là qu'un théoricien comme Henry Mintzberg va proposer une sorte de boîte à outils pour comprendre ça. Il décompose l'organisation en plusieurs parties. Et selon la situation, c'est l'une ou l'autre de ces parties qui va dominer et donner sa forme à l'entreprise. Une bureaucratie bien huilée, une start-up super agile, une université. Il n'y a plus un seul modèle, mais plein de configurations possibles. D'accord. On a donc la structure la plus adaptée possible au contexte. Parfait. Sauf que, même avec le meilleur plan du monde, les décisions qui sont prises à l'intérieur de cette structure, elles, ne sont pas toujours très logiques. C'est ce qu'a montré Herbert Simon, qui a eu un prix Nobel pour ça. Il a complètement fait voler en éclats le mythe de l'être humain qui prend des décisions de façon parfaitement rationnelle. En réalité, personne n'a jamais toutes les informations, tout le temps nécessaire, ou même la capacité de tout analyser. Notre rationalité est, comme il dit, limitée.
Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on ne cherche pas à optimiser, c'est-à-dire à trouver la meilleure solution qui soit. En fait, on cherche juste à trouver une solution satisfaisante, une solution qui est assez bonne pour régler le problème sur le moment. Une fois qu'on l'a, on passe à autre chose. C'est une vision beaucoup, beaucoup plus réaliste de la prise de décision. Allez, on ajoute une dernière couche de complexité. Et si l'organisation n'était ni une machine, ni une grande famille, ni même en plan rationnel, mais plutôt une sorte d'arène politique? Oui, une poubelle. C'est l'image un peu choc proposée par des chercheurs pour décrire comment les décisions sont prises dans des organisations très complexes, comme les universités ou les administrations, qu'ils appellent des anarchies organisées. Imaginez une poubelle dans laquelle on jette en vrac et en permanence des problèmes qui cherchent des solutions toutes prêtes qui cherchent des problèmes à résoudre, et des gens qui entrent et sortent des réunions avec leurs propres priorités. Et puis de temps en temps, par le plus grand des hasards, un problème, une solution, et les bonnes personnes se rencontrent au même moment, et hop, une décision est prise. C'est chaotique, mais ça décrit parfois très bien la réalité. Dans cette vision plus sociologique, la personne qui travaille n'est plus un simple exécutant. C'est un acteur stratégique. Il n'est pas complètement libre, mais il n'est pas non plus totalement coincé par les règles. Il a une marge de manœuvre et il l'utilise pour atteindre ses propres objectifs. Et comment cet acteur gagne-t-il en influence? C'est ce qu'a analysé Michel Crozier. Le pouvoir vient du contrôle de ce qu'il appelle les zones d'incertitude. La personne qui maîtrise quelque chose que les autres ne maîtrisent pas et qui est imprévisible, que ce soit une compétence technique très pointue, l'accès à une information cruciale ou la connaissance d'une règle obscure, eh bien cette personne détient le pouvoir. Au final, que l'on se voit comme un simple rouage dans une grande machine, un membre d'une équipe, un décideur qui fait de son mieux, ou un acteur stratégique dans un jeu de pouvoir, on est tous, d'une manière ou d'une autre, les produits de cette histoire. Cette analyse, elle nous invite à regarder notre propre travail différemment et à se poser la question, dans cette grande expérience collective qu'est l'organisation, quel rôle est-on nous en train de jouer?